Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Les chiffres ne sont pas très bons. 650 000 morts dans le monde en ce qui concerne la pandémie de la maladie à coronavirus. L'Afrique est en train d'amorcer une phase jugée dangereuse, inquiétante par l'Organisation mondiale de la santé. Covid-19, maintenir les frontières fermées, est-ce que ce sera contre-productif? Le pic de la pandémie est-il à venir en ce qui concerne l'Afrique? Le vaccin contre le coronavirus, vite et bien, est-ce que c'est possible? Autant de questions que nous allons aborder au cours de ce forum avec deux personnes ressources, dont une est au studio avec nous, docteur Assima Pana. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Comment allez-vous? Je crois que je vais bien. Vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Vous avez été représentant de l'Organisation mondiale de la santé, notamment au Niger. Et comme fonctionnaire de l'OMS, vous connaissez très bien le continent. Donc, vous êtes à même de répondre à nos questions concernant cette pandémie qui secoue un peu le monde entier. Je pense bien. Nous serons rejoints dans un instant par le docteur Michel Kodom. Il est médecin interniste, le président de l'ONG M-Afrique. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous serons également en duplex de Genève, en Suisse, avec un médecin épidémiologiste, Didier Pité, le professeur Didier Pité, qui partagera son expérience avec nous au cours de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, docteur Assima Pana, je l'ai dit en introduction, les chiffres ne sont pas très bons, hein, simplement. 650 000 morts dans le monde. On approche du million. Hein. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on constate ces derniers temps. Les pays qui avaient l'allure de stabiliser la maladie connaissent un regain de nombre de nouveaux cas, y compris le nôtre. Et c'est ce qui, effectivement, inquiète l'Organisation mondiale de la santé et qui est dans son rôle d'aviser les pays et de les appeler à plus de vigilance, surtout que on n'est pas sûr de connaître les moments exacts où on peut effectivement dire que la maladie s'estompe ou bien se stabilise pour qu'on puisse dire ouf. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète sérieusement? C'est le nombre de morts, 650 000 dans le monde. En Afrique, c'est environ 18 000 aujourd'hui, ou bien la résurgence de la maladie dans certains pays qui avaient déjà connu le pic de la pandémie, notamment l'Europe. On voit de nouvelles vagues ressurgir, alors que c'est l'Amérique latine qui est la zone du monde la plus touchée, très touchée aujourd'hui. Ce qui est inquiétant, monsieur Gilles, c'est effectivement la façon dont cette maladie se présente de par le monde. Je veux dire, cette maladie n'a pas une allure habituelle, où on sait que quand une épidémie éclate, elle va crescendo, elle monte, puis maintenant, elle connaît une stabilisation et elle redescend. Mais si vous regardez de très près les chiffres statistiques épidémiologiques, vous allez voir que dans beaucoup de pays, on n'est pas arrivé quand même, lorsqu'on dit qu'elle a connu une phase de déclinaison, on n'a pas connu quand même une réduction drastique des cas. Il y a été toujours des cas qui ont été notifiés ça et là dans tous les pays. Ce qui nous inquiète actuellement, c'est que les cas ont commencé à augmenter de jour en jour au niveau de tous les pays dans le monde. Et c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui alarme l'OMS. De mémoire de médecins de santé publique, d'épidémiologistes, d'anciens fonctionnaires de l'OMS, vous n'avez jamais vu une maladie pareille? Je dois dire que ça fait longtemps dans l'histoire. Nous savons qu'en 1918, on a parlé de la grippe espagnole qui a tué des millions de morts et qui a duré plus de 2 ans. Hein? Donc, c'est ce que nous craignons. Nous espérons que cette maladie de la Covid-19 ne nous entraîne pas vers une durée de ce genre. Ceci du fait simplement que on observe dans beaucoup de pays un relâchement dans les populations quant à ce qui concerne la mise en œuvre des mesures barrières. Donc, nous espérons que nous n'allons pas connaître cette situation dans les mois à venir.
C'est pour ça que l'OMS a sonné encore l'alarme pour dire attention, les déconfinements, les allègements des mesures barrières peuvent nous conduire à une situation un peu plus alarmante que ce qu'on voit actuellement. Et je crois qu'elle est dans son rôle en le faisant. Est-ce qu'il faut, docteur Pana, relativiser un peu les chiffres concernant le nombre de morts? C'est vrai, 650 000, c'est beaucoup. Mais quand on voit le taux de létalité de la maladie, il n'est pas très élevé. Ça tourne autour, en moyenne mondiale, de 5%. Oui, absolument. Mais monsieur Gilles, la perte d'une personne est une personne, j'ai dit. Quand une personne décède, c'est déjà regrettable. C'est de ça qu'il faut parler. Mais quand on compare effectivement par rapport au nombre de cas, par rapport à d'autres maladies, nous pouvons dire qu'effectivement, le nombre de morts dus au coronavirus reste moindre par rapport à certaines maladies quand il s'agit des épidémies. Nous avons connu des épidémies de méningite qui ont tué plus que ça. Nous avons connu des épidémies de peste, etc. dans l'histoire qui ont tué que plus que ça. Il y a des épidémies éternelles comme le paludisme. Le paludisme, les maladies endémiques en Afrique notamment, le paludisme qui tue, effectivement. Mais le problème qui se pose, c'est que cela a un impact économique très fort sur les pays et c'est ça qui amène vraiment à une difficulté de la gestion de cette épidémie. On aura peut-être l'occasion de reparler de l'aspect économique, de l'impact économique du coronavirus quand on évoquera l'ouverture des frontières ou non, est-ce que c'est opportun ou non. Mais je voudrais donc rester un peu sur le nombre de morts également en comparaison avec les chiffres en Afrique du Sud par exemple, qui est un peu le foyer de l'épidémie en Afrique, avec un nombre de cas qui commence par inquiéter sérieusement. Le taux de létalité est très bas également, là, 1,6%. Pourquoi en Afrique, le coronavirus ne tue pas autant que dans les autres pays? Entre guillemets. Oui, je pense que cette question revient tout le temps. Pour le moment, scientifiquement, on n'a pas trouvé des éléments qui peuvent expliquer pourquoi la situation en Afrique est moins inquiétante que dans d'autres pays. Les gens pensent au climat, les gens pensent à l'extrême jeunesse de la population, à un taux d'immunisation un peu par rapport aux autres coronavirus qui, quand même, ont généré certaines immunités dans la population. Donc, tout ça, ce sont des hypothèses qui sont en train d'être fouillées et d'être encore plus cherchées pour comprendre, effectivement, ce phénomène qui se passe en Afrique et particulièrement dans nos pays. Mais il faut savoir que ce qui reste à faire, c'est de voir parmi la population africaine, dans les autres pays, quel est le phénomène qui se passe chez cette population-là. Je voudrais dire par là que est-ce que c'est la race noire qui présente certains aspects épidémiologiques qui peuvent être poussés. Je crois que des gens sont en train de faire des études autour et cela pourra nous éclairer davantage. Mais l'OMS invite à la prudence parce que, selon elle, la maladie s'accélère en Afrique. Quand on dit que la maladie s'accélère, en tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Quand on dit une maladie ou une épidémie ou une pandémie s'accélère, ça veut dire que le nombre de nouveaux cas augmente de jour en jour. Le nombre de foyers où on trouve les nouveaux cas augmente de jour en jour. Alors, en ce moment, on voit que au lieu que le nombre diminue, il continue de monter. Le nombre de sites continue de monter et le nombre de morts aussi continue de monter. C'est pour ça que c'est inquiétant. Après environ 5 à 6 mois, après l'apparition de la maladie, normalement, est-ce qu'on ne devait pas assister à une inflexion de la courbe de la pandémie? Exactement, comme je l'ai dit tout au début de cette émission, la maladie à coronavirus présente, Covid-19 présente une anomalie dans son allure, dans son évolution dans le temps. Si nous prenons le cas du Togo, vous regardez ce que nous appelons la courbe épidémiologique, elle ne répond pas
à une allure normale d'une épidémie. Dans une épidémie normale, je veux dire normale entre guillemets, c'est-à-dire l'allure normale qu'on a décrit, qu'on connaît d'habitude, vous avez un début très lent, vous montez, vous arrivez à un pic, et puis vous redescendez et la maladie s'estompe. Mais ici, si vous regardez l'évolution de cette maladie chez nous au Togo et dans beaucoup de pays, elle évolue en dents de scie. Qu'est-ce que ça veut dire? Une courbe sinusoïdale, comme exactement. on a l'habitude de le dire. Et monte aujourd'hui, demain, on a moins de cas, puis ainsi de suite. Quand une maladie se présente sous cette allure-là, son allure va être allongée dans le temps. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Mais on peut comprendre aussi cette évolution de la courbe parce que vous l'avez évoqué tantôt, il y a un relâchement, une forme de relâchement après les premières mesures de semi-confinement ou de confinement. On était arrivé à un point où il fallait choisir entre mourir de faim ou mourir du virus. Du coup, les taux avaient commencé par être desserrés. Est-ce que ce n'est pas normal aussi cette recrudescence de la maladie, docteur Pana? Naturellement, lorsque on allège les mesures de barrière, on s'attend justement à ce que, certaines personnes qui sont au contact du virus puissent développer la maladie. Mais ce n'est pas aussi le seul facteur. Le facteur, c'est ce qu'on peut expliquer, c'est le fait que cette maladie présente des aspects d'immunisation qui ne sont pas celles qu'on attendait. On attendait que, par exemple, pour certaines maladies, lorsque vous attrapez le microbe, votre corps développe des anticorps qui peuvent lutter contre la maladie. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas pour cette maladie où, effectivement, les personnes développent des anticorps, mais qui ne sont pas encore très efficaces ou en très grande quantité pour lutter contre le virus. Est-ce que l'immunisation, en ce qui concerne le coronavirus, est-il efficace ou éphémère? Les études n'ont pas encore tranché là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que dans un premier temps, on avait vu des malades qui ont développé des anticorps, et ensuite, on s'est rendu compte que dans certains pays, ces malades-là avaient encore présenté des résultats aux tests positifs, ce qui montre que ces gens, ou bien ils ont été réinfectés, ou bien ils n'avaient pas totalement été guéris quand on a fait le deuxième test. Certains médecins nous ont dit que peut-être le test a été mal fait aussi. Exactement. Ça dépend aussi de la qualité. Mais tout le monde est tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, cette maladie de Covid-19 n'augure pas ce que nous appelons les anticorps neutralisants. C'est-à-dire ceux qui peuvent détruire définitivement le virus. En langage simple, ça veut dire qu'on peut avoir contracté déjà le coronavirus, mais on n'est pas sorti d'affaire. À tout moment, on peut encore retomber dans les mailles du virus. Cette thèse n'est pas encore catégoriquement confirmée scientifiquement, où il sera établi que quelqu'un qui a déjà fait la maladie, qui est guéri, peut se réinfecter. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces différentes explications, où la personne n'avait pas catégoriquement éliminé le virus, où la personne n'avait pas produit les anticorps qui puissent lui permettre de résister à une deuxième infection, ou justement le test avait été mal fait lorsqu'il s'est agi de faire un deuxième test qui pourrait dire qu'il est devenu positif après avoir été guéri. Donc, dans votre pays, par exemple, où vous avez enregistré environ 700 guéris, parce que les chiffres tournent autour de 950 cas aujourd'hui, avec plus de 200 cas actifs, près de 300 cas actifs. Sur les 700-là, est-ce que quelqu'un a déjà refait la maladie? Ça, je ne saurais répondre parce qu'il faut faire une étude de ceux qui ont été guéris, faire des tests avant de pouvoir le confirmer ou l'infirmer. Donc, la pandémie s'accélère en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui craint donc le pire. Le pic est à venir, selon l'OMS. Alors, quand on parle de pic d'une maladie, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire là-dessus? Le pic d'une maladie à caractère épidémique est un moment où on a un grand nombre de personnes affectées par cette maladie-là dans la communauté. Donc,
la maladie commence d'une façon graduelle avec un nombre de cas qui arrive maintenant à un nombre de cas très important. Puis les jours qui vont suivre, on voit que le nombre diminue et de semaine en semaine jusqu'à ce qu'il se réduise à zéro. Donc le moment où la maladie a connu le nombre de nouveaux cas très élevé constitue ce que nous appelons le pic épidémique. Mais ce pic, a priori, ne peut pas être déterminé. Il faut l'avoir vécu pour tirer les conclusions. Absolument. C'est ça qui rend difficile justement la prévision des pics de la COVID-19. Parce que pour les autres maladies, on a étudié ça pendant des années et on sait que quand cette maladie commence, à peu près après tel nombre de jours, on arrive à un pic et puis on arrive à une décroissance. Mais pour la COVID-19, le virus n'était pas connu d'une façon détaillée dans son mode d'expression. Il est difficile aujourd'hui de prévoir. Parce que pour les autres maladies, on peut calculer quand est-ce que, avec ce que nous appelons la modélisation, on peut calculer à partir de certains indicateurs, à partir de certains chiffres, prédire que le pic sera atteint à tel moment de la période, enfin, du temps. Mais dans le contexte du coronavirus, on n'en sait pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est ça malheureusement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la communauté scientifique est mise au défi par ce petit virus-là, je vous assure. Oui, mais comment comprendre les prévisions de l'OMS? Est-ce que c'est une forme d'alarme? Est-ce qu'elle tire sur la sonnette d'alarme? Ou c'est pour semer la panique? Comment il faut comprendre Non, je pense que on l'a déjà dit plusieurs fois, il faut le redire. L'OMS est dans son rôle de donner des informations et de sonner l'alarme pour dire attention, nous suivons l'évolution de la maladie. Si nous ne prenons garde, elle risque de s'aggraver dans le temps. Il revient, et ceci n'est pas dit au hasard. Au niveau du siège de l'OMS, il existe des experts qui analysent jour et nuit l'évolution de la maladie de par le monde et sur les projections prévoit que, attention, s'il n'y a rien qui est fait, nous risquons d'atteindre cette situation-là qui ne serait pas bien. Alors, c'est pour cela que quand l'OMS sort une information comme ça, elle ne sort pas ça pour alarmer les pays. Elle sort ça pour dire, attention, revoyons les mesures que nous avons mises en place pour contrer la propagation de la maladie. Et comme on venait de le dire il y a si peu de temps, eh bien, on a constaté que lorsque un pays allège les mesures barrières, les jours qui suivent, on connaît un regain des nouveaux cas dans la communauté. Donc, si vous regardez dans le monde, beaucoup de pays ont allégé justement les mesures barrières. Même chez nous, ici, vous regardez, les gens ne portent plus les masques, les cache-nez. Vous allez voir les gens attroupés quelque part. Beaucoup d'entre eux ne portent pas les masques. Et un pays tout dernièrement, sur les bases de ces aspects économiques, a ouvert les bars, les boîtes de nuit. Vous avez vu, non? Les gens qui dansent. Ça, c'est un peu préoccupant quand on voit des... Est-ce que ce relâchement n'est pas normal quand même? Cette affaire de masque, de mode de vie au ralenti, à un moment donné, pour l'esprit humain, ça fatigue. Nous sommes d'accord que c'est difficile, surtout qu'on n'avait pas cette habitude-là. Au début, les gens pensaient que ça va durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, et puis c'est parti. C'était l'attente de tous, y compris le corps médical. Mais vu que le virus, c'est pas quelque chose qu'on voit devant soi. Alors, donc, le virus, lui, il s'exprime comme il l'entend. Et c'est à nous, justement, de faire en sorte qu'il ne nous atteigne pas. Alors, moi, je pense que on ne fait pas de trop. En médecine, lorsqu'il y a une mesure qui scientifiquement a été prouvée, il faut l'appliquer jusqu'au moment où le danger passe. Et pour revenir à l'OMS, il faut dire qu'elle a connu des
des moments difficiles au début de cette pandémie, critiqués, malmenés de partout. Mais quand on analyse un peu la situation, est-ce que l'OMS, malheureusement ou heureusement, n'est pas en train d'avoir raison? Mais justement, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et si on revient sur beaucoup de choses que nous avons dit sur certains plateaux, c'est à cette conclusion qu'on va arriver. Parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé quand le directeur général avait dit attention aux pays africains. Exactement. On a tiré à boulet rouge sur l'OMS. On dira oui, vous avez prévu l'hécatombe, mais on n'est pas là-bas. Vous avez vu tout ce qui a été dit autour des médicaments. Sur le produit malgache, notamment. Malgache, etc. Bon, mais nous répétons ceci. L'OMS n'est que le secrétariat des États membres. Et l'OMS est une institution scientifique. Et c'est nous, les États membres, qui lui avons conféré ce rôle-là à travers ce que nous appelons la réglementation sanitaire internationale. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les pays, les États membres signent des conduites à tenir, mais lorsque les problèmes se posent maintenant, les gens se rétractent sous le couvert de la souveraineté. Malheureusement, lorsqu'il s'agit d'une pandémie, les attitudes doivent vraiment différer. Nous comprenons que, effectivement, cette maladie de la Covid-19 a des impacts très lourds. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pour cela que l'OMS doit rester bras croisés pour dire attention, il y a beaucoup d'impacts économiques, il y a d'impacts sociaux. Écoutez, on va lever les mesures de barrière. Le lendemain, les États vont venir pour dire voilà, si vous nous aviez donné l'information, nous, on n'aurait pas fait ci, on ne fait pas ça. Donc l'OMS est dans son rôle. Mais il se dit que les fonctionnaires reçoivent des pots de vin, sont plus ou moins corrompus. J'ai lu quelques articles d'un certain nombre de pays critiquaient sévèrement les fonctionnaires de l'OMS. Même les États-Unis ont taxé l'organisation de partisans jusqu'à même sortir de l'OMS. Ça veut dire que quelque part aussi... Bon, je pense que, vous savez, hein, en matière d'accusation, il faut toujours apporter la preuve de ce qu'on avance. Je ne sais pas si les gens ont cette preuve-là et je ne vois pas quel est l'intérêt qu'un personnel de santé de l'OMS aurait... Très bien payé, d'ailleurs. Aurait à pouvoir rejoindre un peu... Non, honnêtement, je pense quand même que pour servir au sein de l'Organisation mondiale de la santé, il faut avoir quand même un niveau d'expertise scientifique. Et il y a une probité quand même morale. Et je ne pense pas que... Je ne dis pas que cela est impossible à 100%. Hein. C'est possible. Mais je pense que quand quelque chose sort sur le plan international, c'est quand même du sérieux. Merci, docteur Assima Wepada. Comme promis, on va écouter un médecin infectiologue et épidémiologiste suisse, le professeur Didier Pittet. Il est aussi spécialiste de l'hygiène des mains et du contrôle des infections. Nous l'avons interrogé il y a quelques jours sur la baisse relative du taux d'infection dans le monde. Est-ce qu'il faut s'attendre à la fin de cette épidémie, de l'extinction de cette épidémie? Nous avons posé la question au professeur Didier Pittet. Il est en duplex avec nous de Genève en Suisse. Alors écoutez, soyons très clairs. La première vague de la pandémie a eu son évolution propre dans chaque pays et on a pu la constater. Dans certains pays, on a eu évidemment une montée extrêmement impressionnante avec des solutions de santé publique très efficaces et dans les semaines qui ont suivi, ce qu'on a appelé un aplatissement de la courbe, et puis une courbe qui finalement est arrivée à un niveau extrêmement bas et extrêmement stable. On a eu malheureusement aussi des courbes qui sont montées et puis qui restent plates comme ça, et ça, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que la première vague, dans certains pays, n'est pas terminée. Si je prends un exemple, par exemple, aux États-Unis, en Arizona, actuellement, ils ont toutes les raisons de se faire du souci. Parce que la courbe, justement, est comme ça, et elle peut repartir comme ça, selon les actions de santé publique.
Il y a des pays où malheureusement les tests ne sont pas disponibles à très large échelle et tous les patients suspects de la maladie ne peuvent pas être testés. Donc L'Afrique, dans par ces exemple, hein. situations-là, l'Afrique par exemple, et dans beaucoup de pays en Afrique, évidemment, la situation est très difficile à apprécier parce qu'on ne dispose pas de ces tests et qu'on en dispose, mais en très faible quantité. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement méfiant et finalement décider des bonnes attitudes pour éviter des catastrophes. Des catastrophes, il y en a eu et il y en aura encore. On a tous suivi par exemple une catastrophe en Amérique latine ou par exemple en Équateur. On a vu tout d'un coup des milliers de morts alors qu'au fond les patients décédaient de pneumonie. Personne n'a appelé ça Covid parce qu'ils n'avaient pas de test, mais ils ont enterré leurs morts. Et on sait aujourd'hui que c'est Covid, c'est évident, mais vous voyez, il n'y avait pas de courbe à ce moment-là pour parler de l'Équateur. On sait qu'actuellement au Pérou, malheureusement, il y a beaucoup de dégâts, il y en a beaucoup au Chili, il y en a beaucoup au Brésil, il y en a beaucoup au Mexique, avec des pays dans lesquels on a pourtant des moyens de tester. On a des dégâts en Inde, on a évidemment des dégâts en Afrique, et on a eu des dégâts extrêmement importants en Europe, par exemple en Italie, vous en avez certainement entendu parler. Donc, pour répondre à votre question, oui, dans certains pays, il est évident que la première vague a passé, qu'elle a été maîtrisée. Maintenant, à la suite de cette première vague, il faut se poser la question, qu'en est-il du risque et qu'en est-il de la situation? Alors soyons clairs. Au départ et avant que la vague épidémique arrive dans un pays, la population de ce pays est naïve. Naïve, ça veut dire que la population n'a pas d'anticorps contre ce virus, puisqu'il s'agit d'un nouveau virus humain. Après que la première vague est passée, dans la plupart des pays, nous allons retrouver une prévalence de population qui dispose d'anticorps contre le virus qui va être entre 5% et 15%, au maximum 20%. Prenons ce maximum de 20%. Si 20% de la population a des anticorps contre le virus Covid-19, ça veut dire que 80% de la population n'a pas d'anticorps. Ça veut dire que le terrain de jeu, si je peux m'exprimer comme ceci, je m'excuse de m'exprimer comme ceci parce que ça n'est pas un jeu, mais disons, le terrain de jeu du virus reste 80% de la population. Donc ça veut dire que nous sommes à peu près dans les mêmes conditions dans lesquelles nous étions à la veille de la première vague, n'est-ce pas? À l'exception du fait que la population a probablement compris le rôle de la distance sociale, de l'hygiène des mains et des précautions pour éviter des grandes réunions dans lesquelles le virus pourrait se transmettre et surtout, lorsque les gens sont malades, de rester chez eux de manière à ne pas aller infecter d'autres personnes, de manière à ne pas avoir un nouveau foyer d'épidémie, de manière à ne pas renforcer les risques d'une deuxième vague. Merci, professeur Didier Mpité. Peut-être pour terminer avec vous, comment appréhendez-vous la situation de l'Afrique? Croyez-vous que le continent noir va faire face à une épidémie à grande échelle avec des situations peut-être incontrôlables? Ou vous pensez que les conditions atmosphériques vont amortir le choc et finalement que tout va bien se passer? Alors, je vous remercie pour votre question. D'abord, je tiens à dire que je suis un amoureux de l'Afrique et que j'ai des amis très chers en Afrique et que je souhaiterais que le virus soit affecté par les conditions climatiques. Je le souhaiterais vivement. Malheureusement, il ne semble pas que ce virus soit très affecté par les conditions climatiques. De toute évidence, ce virus est capable de se propager malgré une certaine chaleur et un certain degré d'humidité. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop faire confiance au climat par rapport au risque que l'épidémie se propage et que la pandémie gagne les pays d'Afrique, malheureusement, et je le regrette. Mais je dois être très honnête, et je crois que la plupart de mes collègues virologues vont dire la même chose. Ils vont dire que certainement que le virus pourrait être un petit peu atténué
dans ses capacités de transmission, mais certainement, il va, au contraire de certains autres virus, comme le virus de la grippe, ne pas être tellement climat. Je pense qu'il faut écouter et avoir confiance dans la population en Afrique. Vous êtes capable de gérer des situations extrêmement difficiles, comme la situation liée à Ebola, qui certes ne touche que certains pays, à certains endroits. Je le sais bien, puisque je suis souvent allé en Afrique pour ces raisons-là. Mais je crois que votre sens du bon sens doit être appliqué. Si vous ne pouvez pas disposer des tests nécessaires lorsqu'il y a suspicion de la maladie, il faut vous protéger en restant chez vous et en vous disant que vous ne devez pas transmettre la maladie à d'autres et en respectant ces quarantaines dans les domiciles tels que probablement les organismes de santé publique vous les recommandent. Alors je sais très bien que quand on travaille dans certains endroits en Afrique et quand on doit aller au marché pour finalement vendre ses produits, en acheter d'autres pour pouvoir manger et vivre, eh bien, il ne faut pas interdire de le faire. Il faut simplement le faire, que seules les personnes essentielles le fassent, que les échanges continuent de se faire, que la nourriture continue à être échangée pour que que la crise sanitaire ne se transforme pas dans une crise de famine. Et puis, il faut continuer à pouvoir avoir une économie qui subsiste. Donc, c'est sûr que les grands lockdowns ou les grands confinements tels qu'ils ont été pratiqués dans certains pays à haut niveau de ressources doivent certainement être appliqués de manière différente. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Congo, je pense à bien des pays que je connais très bien, et je crois qu'il faut savoir, au fond, recommander les bonnes consignes de santé publique. Mais encore une fois, la seule façon que ce virus ne fasse pas une hécatombe sur les systèmes de santé et finalement ne tue pas nos aînés, ça va être de respecter le fait que lorsqu'on a les moindres symptômes, il faut éviter les contacts. Et ça n'est pas très compliqué. Distance sociale, hygiène des mains, et le tour est joué. On n'a même pas besoin de masques. Les masques peuvent être appliqués quand on est dans un rapport rapproché et prolongé de moins d'1 mètre. Mais il ne faut pas non plus dire que parce qu'on n'a pas de masque, on ne va pas pouvoir résister à Covid. Le confinement dans les pays européens a été un grand succès, avec de temps en temps des masques portés dans certaines situations, mais pas du tout avec une nécessité de masque universel. Alors disons, la distance sociale, l'hygiène des mains, le télétravail pour ceux qui peuvent le pratiquer, je sais que c'est parfois difficile, et puis le respect de l'autre. Le respect de sentir que lorsqu'on a des symptômes, aussi minimes soient-ils, il faut éviter la transmission. Et je pense qu'avec ces consignes simples, je suis confiant dans la combativité du peuple africain et je salue ici mes amis africains et je reste bien entendu à disposition pour tout conseil qui pourrait être utile. Des conseils très utiles, justement. Merci, professeur Didier Pitté. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue et épidémiologiste, spécialiste de l'hygiène des mains et du contrôle des infections. Vous avez contribué grandement à l'élaboration de la solution hydroalcoolique qui est très utile dans la lutte, la riposte contre cette maladie à coronavirus. Vous étiez en duplex avec nous de Genève en Suisse. Merci. Le professeur Didier Pitté qui a été enregistré il y a quelques jours. Nous sommes rejoints, comme annoncé, sur ce plateau par le docteur Michel Kodom, qui est médecin interniste, le président de l'ONG M-Afrique. Docteur Kodom, bonjour. Bonjour, cher ami Gilles. Bonjour, chers confrères. Docteur Pana. Vous avez écouté avec nous le professeur Didier Pitté donner son analyse sur la situation en Europe, mais aussi dans les pays africains. Professeur Didier Pitté, que vous connaissez très bien. Qu'en dites-vous? Merci, Gilles. Je profite de cette antenne justement pour saluer de loin mon cher frère et ami professeur Didier Pitté de l'hôpital universitaire de Genève, que je connais d'ailleurs très bien. On a longuement discuté sur la solution hydroalcoolique et surtout, il a écrit un livre qui s'appelle Le geste qui sauve,
et dans lequel il a décrit pratiquement l'intérêt de se laver les mains, comment se laver les mains avant que la Covid-19 ne s'invite dans le monde. Et enfin, cette nouvelle forme de Covid-19, j'allais dire, parce que justement la famille des coronavirus existe déjà, on la connaît, mais cette spécificité de ce virus qui est un peu étrange, qui quoi qu'on dise, malmène le monde. Et donc, c'est un médecin prophète, alors. Et puis, il est très engagé. Il a dit, il aime beaucoup l'Afrique. Il a fait beaucoup d'actions au Burkina et dans les pays du tiers-monde, en Afghanistan. Et il est très engagé. Et pour nous, aujourd'hui, c'est un prophète. Il avait dit, et lorsqu'il recommande certaines dispositions pratiques à adopter, pour nous, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Le seul point sur lequel je n'étais pas trop d'accord avec lui, c'est par rapport au port des masques. Et au fil du temps, j'avais dit sur ce plateau que ce virus n'a pas fini de nous délivrer ses mystères. Et aujourd'hui, je pense que le port de masques s'impose. Et il faut vraiment que la population comprenne que nous devons encore faire l'effort de porter les masques pour... Il n'a pas dit le contraire, sauf il estime qu'il ne faut pas faire trop de fixations sur les masques qui sont nécessaires quand on est rapproché. Oui, exactement. Oui, je pense que c'est ce qu'il a dit, mais j'ai compris qu'il ne met pas trop l'accent sur le port des masques. Lorsque vous voyez un peu la tendance aujourd'hui, c'est que même dans les lieux fermés, lorsque vous allez dans vos bureaux, en France, en Europe, dans la plupart des pays, on exige à ce que justement le port des masques soit fait. Parce que vous pouvez prendre le virus au service et le ramener à la maison. Et dans la plupart des bureaux en Europe, même en Afrique, c'est des bureaux où il y a la promiscuité. Vous voyez, c'est difficile de respecter les 1,50 m, les 2 mètres lorsque vous êtes 2, 3 dans un seul bureau. Donc pour nous, le message, surtout au niveau de l'Afrique, c'est de rester concentré sur des messages de grande portée de cette nature. Donc c'est juste un petit point que je voulais rectifier. Ça n'enlève en rien la qualité de ce qu'il a exposé. Oui. Et donc, je tenais juste à le dire. Après cette précision, docteur Pana? Non, mais je crois que j'emboîte le pas à mon confrère, docteur Kodom. J'ai écouté religieusement le docteur Didier. Oui. Voilà, je pense qu'il a rappelé beaucoup de choses en ce qui concerne les mesures barrières. Et je suis tout à fait d'accord avec le Dr Kodom sur la question des masques. Je pense qu'aujourd'hui, les dernières informations qui nous ont été livrées par l'Organisation mondiale de la santé montrent qu'il faut quand même que cette mesure barrière soit aussi maintenue dans la lutte. Parce que c'est très important. Et quand on voit notre contexte africain, il faut aussi dire que le port de masque relève quand même d'une importance. Surtout quand on voit nos communautés où le socialisme est très élevé. Vous voyez, donc, et il est difficile de pratiquer la distanciation sociale dont il a parlé. Je ne peux prouver preuve que les dernières activités, quand vous allez dans les marchés, dans les débits de boissons, les débits de poissons, comme même vous avez les fêtes traditionnelles qui se passent là, on se rend compte que les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Et ça peut être effectivement un élément très dangereux pour la continuité de la propagation de la maladie. Il a relevé un point très important qui concerne l'immunité collective dont on parle. Et comme on l'a dit, pour certaines maladies, lorsque beaucoup de personnes contactent le virus ou le germe, ils développent ce qu'on appelle une immunité. Et là, on est devant une maladie où on se rend compte qu'il n'y a qu'une faible proportion, autour de 5 à 15%, voire 20%, qui développe une immunité qu'on peut apprécier peut-être efficace. Bon, malheureusement, les études montrent que pour qu'on parle d'une immunité collective, il faut que au moins 60 à 65, voire 80% de la population ait contracté la maladie et développé des anticorps. Alors, je voudrais revenir un peu sur le port de masque. On remarque que de plus en plus,
les citoyens africains ont du mal à conserver ce masque pendant longtemps. C'est dû à quoi? Physiologiquement, est-ce que ça pose un problème? Vous avez raison. C'est ce que nous constatons malheureusement. Et il faut remarquer que psychologiquement, la population se rend compte que le risque élevé de catastrophe, de décès annoncés n'a pas eu lieu. Donc psychologiquement, les gens se sentent invulnérables. Et ils se livrent à la providence divine en disant que moi, je ne suis pas contacté, je vais essayer de continuer à vivre normalement le virus. Malheureusement, comme on ne le voit pas, ne menace pas directement le quotidien de la population. Donc on se laisse et malheureusement, on se rend compte qu'on a tendance à diminuer, à laisser le port de masque au quotidien. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on porte un masque, ça étouffe un tout petit peu. Ça étouffe et on a malheureusement tendance ou l'envie de l'enlever, de le reporter, alors que la main qu'on prend pour l'enlever. Lorsqu'on fait ces mêmes gestes de port de l'enlèvement, on se rend compte qu'on se réinfecte au quotidien parce que l'objectif, c'est que si quelqu'un a le virus ou bien sûr vous contactez le virus, il reste sur le masque, vous devez enlever le masque et le jeter. Absolument. Mais le fait de le toucher, de l'enlever, de le reporter, je pense qu'il y a lieu de continuer la sensibilisation et aussi réfléchir pour voir comment développer les nouveaux masques qui vont permettre de mieux respirer. Ça aussi, c'est l'enjeu. Justement, je voulais vous poser une question là-dessus. Est-ce que, franchement, en tant que médecin interniste, oui. Il est dit, je l'ai souvent entendu, que porter le masque pendant longtemps, ça peut avoir des effets secondaires. Est-ce que c'est recommandé? Pendant combien de temps on peut avoir un masque? Oui, je pense que ici, la question... Moi, je suis médecin interniste, c'est vrai. Lorsqu'on voit les chirurgiens au bloc, ça dépend. Vous pouvez faire 3 heures, 2 heures, 5 heures de temps. J'ai jamais vu un chirurgien en train d'opérer et à un moment donné, il enlève le masque et il respire et il continue. Non, on le porte jusqu'à la fin. Donc, ici, je pense que nous devons sensibiliser la population à ce que lorsque vous êtes seul dans votre voiture, par exemple, je vois des gens dans leur voiture, tout seul au volant, ils portent le masque. Vous voyez, c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire la vérité. Lorsque vous êtes seul, vous ne le portez pas. Mais une fois que vous descendez de votre véhicule, vous rencontrez des gens autour de vous et le réflexe de porter le masque parce que celui qui est en face de vous peut porter le virus et il peut tousser, il peut vraiment vous contaminer. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit. Et si les gens comprennent cet état de fait, ils vont se protéger. Mais peut-être quand on est en voiture et peut-être climatisé, parce que si vous êtes en voiture et que les portières, les vitres ne sont pas remontées, est-ce que vous ne pouvez pas propager le virus par-dessus les vitres? Non, en réalité, non. Il faut pas créer la psychose. La réalité, c'est que si vous êtes seul dans votre véhicule, vous pouvez respirer. Oui. On ne dit pas aujourd'hui de porter le masque pour vivre dans nos chambres, pour vivre confinés sur nos lits. Non, c'est que le port de masque s'impose parce qu'il y a un risque que mon grand frère et confrère Dr Pana puisse me contaminer parce que 80% sont porteurs sains. Donc peut-être que Dr Kodom a le virus, mais faisant le sport, ayant une bonne immunité, s'alimentant normalement, je peux passer cette phase de maladie de façon inaperçue. Mais je peux vous contaminer, mon frère. Donc c'est ce que la population doit comprendre pour que Dr Pana soit un ennemi potentiel. Psychologiquement, je peux dire, mais je ne sais pas, parce qu'il ne m'a pas présenté le test de PCR négatif pour me prouver qu'à l'instant là, il est négatif ou bien il n'est pas atteint de Covid-19. Voilà l'enjeu et je pense que la question elle est pertinente parce que c'est ce que la population pense et c'est important de les poser sur ce genre de plateau pour apporter des éléments de réponse, rassurer la population et l'orienter vers les bonnes pratiques. Docteur Pana, donc le maître mot, ça reste le port de masque obligatoire dans les lieux publics, dans des endroits confinés, quand la distanciation sanitaire n'est pas, l'éloignement sanitaire n'est pas respecté. Oui, je pense que cette question de port de masque, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, est un élément très important. Il faut dire que, ça n'est pas de nos habitudes. Quand vous prenez les Asiatiques, ils sont un peu habitués à ce genre de port de masque.
il faut aussi dire aussi que lorsque on commence à porter le masque, même si on n'était pas habitué, on finit par s'habituer à porter le masque. Comme les moustiquaires. Hein? Voilà, c'est le cas des moustiquaires, c'est ce que j'allais dire. Quand on a commencé à parler des moustiquaires, les gens disent, oh, quand je dors sous la moustiquaire, j'étouffe. Ah, mais au fur et à mesure, on s'habitue. Je voudrais insister sur un fait. C'est que... Oui, très rapidement, parce qu'on il faut écouter la manière dont on doit porter et quand on doit porter le masque. Docteur Kodon vient de le dire. On suggère que les gens portent le masque lorsqu'ils sont en public et lorsqu'ils vont dans des espaces confinés et lorsqu'ils sont dans des attroupements. C'est très important. Et la manière de le porter aussi, il faut le porter pour couvrir le nez et la bouche. Et non la barbe. Et non la barbe. Ça, c'est extrêmement important. Sinon, on ne fait rien. Bon, je voudrais terminer en disant que le port de masque n'est pas seulement bénéfique pour la lutte contre la Covid-19. Écoutez, les statistiques ces derniers mois montrent que les affections respiratoires ont commencé à diminuer. Drastiquement. Ceci, c'est à l'avantage du port de masque. D'accord. On peut revenir sur le sujet dans un instant. On évoquera aussi la réouverture des frontières. Le Togo, par exemple, a rouvert depuis le samedi 1er août ses frontières aériennes. On va continuer aussi par, comment on dit, échanger sur les modes de transmission. Parce que, selon une étude de l'OMS, l'air expiré serait désormais capable de transmettre le virus, de même que la problématique de vaccin contre le Covid-19. Vite et bien, est-ce que c'est possible? Ce sont les questions qui restent à évoquer lors de la seconde partie que nous allons entamer dans une dizaine de minutes. Vous aussi, vous aurez la possibilité de nous poser des questions à travers nos réseaux sociaux que vous connaissez très bien, nos comptes Twitter, Facebook et surtout WhatsApp. À tout de suite pour la suite.